Mais comment est-ce que l'Africain devient africain et comment est-ce qu'on combat dans ce complexe d'infériorité-là? Ok. Pour répondre à cette question, il faut vous poser la question de savoir qu'est-ce que les autres ont fait pour nous inculquer ce complexe. Refaire le parcours inverse pour sortir totalement de cet enchaînement, de cet esclavage. Le docteur ici va nous expliquer de bout en bout ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait justement pour que le noir se retrouve être complexé, doute totalement de lui et n'ait même pas confiance en sa propre personne. Et il donne justement des pistes de réflexion. Suivez le docteur. Dans son explication, c'est vraiment éloquent. Ça dit beaucoup de choses. Mais essayons de voir rapidement ce qu'il dit. Ça dit que les Occidentaux se sont attaqués à ce qu'on va appeler notre humanité. 400, 500 ans d'esclavage, où nous avons été considérés comme des bêtes. Nous avons été enchaînés pour aller travailler en Amérique, transportés de force pour travailler dans les plantations de canne à sucre, dans les plantations de coton, dans des plantations pour produire des épices. Après cela, colonisés. Et pendant la colonisation, nous avons également été maltraités. Notre humanité a été totalement dénigrée. Et cela se passait en Afrique, pas ailleurs. Notre culture diabolisée. Parce qu'ils considèrent notre culture comme quelque chose de folklorique. Quelque chose qui ne compte pas. Le système de pensée mis à nu, attaqué. Le système de pensée qui va se baser sur notre spiritualité là. C'est là-bas même qu'ils ont touché le nœud. Notre spiritualité n'existe pas. Parce qu'ils considèrent que notre spiritualité, c'est de la sorcellerie. Entre nous, combien savons et pensons qu'on ne doit pas retourner au village? Parce qu'au village, il y a c'est plein de sorciers. Les sorciers, là-bas, ils vont te manger. Les sorciers, ils vont te bouffer. Ils vont te faire ceci et cela. Notre spiritualité, c'est de la sorcellerie. Ça ne doit pas compter. Vous voyez comment le plan a été mis en marche, justement, pour diaboliser au fur et à mesure l'être noir. La langue. Il est interdit de parler en langue maternelle. Et ça, moi, je me rappelle très bien qu'il y a mes parents qui me disaient, surtout ma mère, qui me disait que à l'époque, quand eux, ils étudiaient au primaire, tu ne devais pas parler en langue maternelle. Tu devais seulement et obligatoirement communiquer en français. Et pendant la récréation, justement, on guettait. C'est-à-dire les élèves entre eux se surveillaient pour rapporter au maître qui parle en langue maternelle. Parce qu'il y avait une punition au bout. Et si on t'attrapait en train de parler en langue maternelle pendant la récréation, que ce soit pendant la récréation ou même pendant les cours, automatiquement il y avait un symbole qu'on te mettait au cou. Et ce symbole-là, c'était quoi? C'était un crâne d'âne. On te met ça au cou. Tu dois le transporter. Et toi, qui as ce symbole-là, tu ne pourras te débarrasser de ce symbole que si tu trouves une autre personne en train de parler en langue maternelle. Donc, entre vous-même, là, on vous met un système d'espionnage. Vous espionnez entre vous pour aller rapporter au maître. Et la preuve, aujourd'hui, je suis en train de converser, justement, en français. Nos langues maternelles ont été considérées comme des langues qui n'en valaient pas la peine. La philosophie, on a bousculé ça de côté. Et ce professeur, il le dit très bien. La philosophie, quand tu prends, par exemple, son grand-père, tu ne peux pas philosopher à lui. Lui, c'est un docteur, mais il ne peut pas. Parce que la philosophie, c'est quoi? C'est la quête de la sagesse, l'amour de la sagesse. Et il va te montrer pas à pas que nos grands-parents, nos parents qui sont au village, là, ils sont des philosophes. Ce sont des gens qui réfléchissent, qui savent justement ce qu'ils sont en train de dire. Mais suivez plutôt la vidéo. La vidéo est pleine de pépites. Je vous invite à la suivre de bout en bout. Parce que vraiment, il y a beaucoup de choses que vous allez découvrir dans cette vidéo. Déjà, ça veut dire que si le rapport avec l'absolu est aussi embrouillé, oui. Ou devrais-je dire complexe. En fait, j'avais un autre terme en tête. Mais oui. bon, je ne veux pas nous dénigrer. Non, il faut rester respectueux, c'est très important. Oui. Mais si notre rapport avec l'absolu, c'est-à-dire avec Dieu, est aussi problématique, mais je vais dire préférentiel, oui. Je pense que c'est mieux. Donc on a des préférences qui sont extérieures à nous. Comment est-ce qu'on peut travailler sur ce point-là? Comment est-ce qu'on peut justement ramener l'Africain à son propre centre
et leur faire réaliser qu'à vrai dire, la connaissance n'est pas extérieure. Les autres sont ce qu'ils sont, il n'y a pas de problème. Mais comment est-ce que l'Africain devient africain et comment est-ce qu'on combat dans ce complexe d'infériorité-là? Ok. Pour répondre à cette question, il faut vous poser la question de savoir qu'est-ce que les autres ont fait pour nous inculquer ce complexe. Et prendre le chemin inverse. Lorsqu'ils arrivent chez vous, d'abord, ils vous nient votre humanité, ils nient vos systèmes de production de connaissances, ils nient vos références, n'est-ce pas? Considèrent que votre culture, c'est du folklore, votre spiritualité, c'est de la sorcellerie, pas parce qu'ils avaient, comment dire, quelque chose de particulier avec ce système, mais tout simplement, ce qu'ils visaient, c'est l'homme. Sachant que s'ils disqualifient votre référentiel et que vous doutez de votre référentiel, vous allez abandonner ce référentiel pour adhérer à leur référentiel. Donc, c'était par stratégie. Il faut donc réhabiliter les connaissances de chez nous, notre spiritualité, notre culture, nos langues, qui nous permettent de définir notre rapport au monde, qui constitue aussi notre héritage, ce que nos ancêtres nous ont transmis, en quelque sorte. Parce que eux, dans leur mode de production de connaissances, que vous prenez l'éducation, la religion, la politique, l'économie, la finance, ils font tout pour marginaliser les modes de production et de pensée africaines. Et ce n'est pas intérêt. Même dans le domaine de l'histoire, on va vous dire que vous n'avez pas d'histoire. Dans le domaine de la philosophie, on va vous dire que vous n'avez pas de système de pensée. Mais tout ça, c'est pour disqualifier le référentiel global. Une fois que le référentiel global a été, comment dire, teinté d'opprobre, vous n'allez plus le suivre. Vous allez croire que c'est quelque chose de malfaisant, quelque chose d'ignoble et vous allez vous démarquer de ça. En fait, c'est une manière pour l'Occident d'écarter, de marginaliser, de combattre le négro-africain, mais à partir de ce système de référence. Si vous réhabilitez ce système de référence, il n'y a plus de moyens pour vous dominer. Et on le fait comment justement, cette réhabilitation-là? On réapprend à être africain, tout simplement. La redécouverte de ce que nous sommes. La redécouverte de ce que nous sommes est, comment dire, une tâche complexe. Tout simplement parce que le système de domination en Afrique, c'est au moins 6 siècles. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Mais il faut aller pas à pas. On peut commencer par la culture. La réappropriation de la culture africaine pour comprendre que notre culture n'est pas du folklore. Elle a la même valeur que n'importe quelle autre culture, que la culture chinoise, la culture japonaise, la culture française, la culture américaine. C'est une culture à part entière, n'est-ce pas? Et une fois qu'on l'a compris, on n'aura plus d'a priori. On ne va plus croire que tout ce qui rentre dans l'aspect culturel négro-africain, même quand ça paraît bizarre, c'est de la sorcellerie, c'est satanique, ça n'a rien à voir. Sorcellerie et satanisme ont été, comment dire, des adjectifs, des qualificatifs que celui qui voulait dominer le négro-africain a mis comme paravent pour disqualifier cela. Si on laisse le domaine de la culture, on peut se prendre le domaine de la spiritualité, en revenant à la manière dont le négro-africain voit le monde. Tout simplement pourquoi? Parce que, je vais vous dire une chose, il n'y a aucune différence d'un point de vue, comment dire, même de la spiritualité entre ce que le papa fait au village, en prenant les zèbres, en allant dans la forêt sacrée, en prononçant les paroles s'adressant aux divinités, et ce que le prêtre lui fait aller à l'église, et ce que le pape fait au Vatican. Il n'y a aucune différence. C'est vrai? Et pire encore, ce que le négro-africain fait, c'est ce qui a inspiré ce que le prêtre fait aujourd'hui. Je ne sais pas si vous comprenez plus, c'est-à-dire d'un point de vue des processus historiques. Mais pour amener le négro-africain à oublier tout cela, qu'est-ce qu'on a enseigné au négro-africain? C'est qu'un jour, Dieu est parti chez les Arabes, il a parlé en arabe. Il est parti chez les Juifs, il a parlé en juif, mais il a parlé à tout le monde, sauf aux négro-africains. Je ne sais pas si vous comprenez. Et lorsqu'on prend donc ce relent de la révélation, ça tombe sur le négro-africain comme quelque chose, comme l'épée de Damoclès, n'est-ce pas? Il pense donc contester même le fait que Dieu ait parlé à quelqu'un, c'est être perdu. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc ça fait partie des stratégies de domination. On peut aussi prendre le domaine même de la rhétorique, la philosophie traditionnelle. Point besoin d'aller en terminale pour étudier la philosophie, n'est-ce pas? Puisque la philosophie, c'est l'amour de la connaissance, l'amour de la sagesse, l'amour de la vertu. Rien qu'avec vos grands-parents, n'est-ce pas? En assistant par exemple au deuil, au mariage, aux cérémonies traditionnelles, vous apprenez la philosophie mieux qu'avec n'importe quel professeur de philosophie. Je vais vous prendre un exemple simple. Fort, hein? Si vous pensez que vous êtes cultivé, allez au village, approchez-vous des aînés, des grands-parents, lorsqu'ils sont en train de causer entre eux, et essayez de les suivre et de discuter avec eux. Vous verrez si vous avez le niveau ou pas.
Ce n'est pas le fait de parler français qui fait de nous des intellectuels. Je vous prends un exemple. Si je suis docteur, n'est-ce pas, et que je parle français, ça veut donc dire que si je quitte le système francophone et que j'arrive dans le système anglophone et où je ne parle plus bien anglais, est-ce que je ne serai pas docteur? Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, ça veut donc dire que la connaissance n'est pas liée à un système, n'est pas liée à la langue. La connaissance est quelque chose, comment dire, qui se singularise, n'est-ce pas? Et qui s'acquiert à travers les savoir-faire, en quelque sorte, au-delà de la langue, en quelque sorte. Et lorsque vous maîtrisez la langue de celui qui vous a colonisé, ne pensez pas que vous êtes un intellectuel. La maîtrise de la langue ne fait pas de vous un intellectuel. La preuve, c'est que, je vous le redis, moi j'ai fait l'expérience. Quand j'arrive au village, je vois la cérémonie, par exemple, du mariage, je vois la cérémonie de la dot, je vois la cérémonie des obsèques, où les parents font de la rhétorique, les grands-parents, ils font ce qu'on appelle de la rhétorique en philosophie. Mais moi, je ne peux pas le faire, pourtant je suis docteur. Comment vous pouvez expliquer cela? Tout simplement parce qu'avec la colonisation, on nous a scindés en deux. Les évolués, selon l'école du blanc, et la société traditionnelle africaine. Et ces deux systèmes de connaissances ne se retrouvent pas. Et c'est ça la colonisation. C'est pour ça que beaucoup de gens pensent que la colonisation a été une coproduction. Donc les Blancs sont venus, mais nous les évolués, nous participons aussi à cette colonisation. La preuve c'est que quand nous arrivons au village, nous pensons que nos parents, nos ancêtres sont des illettrés. Parce que nous parlons français. Mais je vous dis que même en philosophie, j'ai fait de la philosophie, mais je ne peux pas faire de la philosophie, parler de philosophie avec mon grand-père. Hein? Mais pourtant c'est un philosophe. Et pour s'en convaincre, parce que quand il parle de philosophie, les gens s'arrêtent au concept. On vous dit la philosophie c'est quoi? C'est l'amour de la vérité, c'est l'amour de la justice. Mais qu'est-ce qui fonde la vérité et la justice? C'est la croyance en Dieu. Et entre les hommes, qu'est-ce qui fonde cette vérité, cette justice? C'est la parole, le respect de la parole donnée. Est-ce que vous connaissez une autre société, à part la société négro-africaine, où l'homme tient à la parole? Pas réellement. Mais c'est ça la philosophie. Et quand on parle de la rhétorique c'est quoi? C'est l'agencement des paroles. Savoir parler, savoir dire les choses, nommer les choses, en quelque sorte, c'est ça la rhétorique. Et lorsque vous êtes avec les dépositaires de la tradition, s'il y a une science que ces gens maîtrisent, c'est la rhétorique. C'est pour ça que je parle de la philosophie. Moi, maintenant, quand je parle même de la philosophie, je me dis, on devait apprendre à enseigner la philosophie dans les langues africaines. Je pense que nos enfants seraient mieux formés. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est-à-dire, si vous êtes Bafia, si vous voulez comprendre la philosophie, rapprochez-vous des papas Bafia. Ils vous enseignent la philosophie, mieux que n'importe quel professeur de philosophie. La philosophie, ce n'est pas ce que Sartre a dit, ce n'est pas ce que Descartes a dit, ce n'est pas ce que Kant a dit. La philosophie, c'est la quête de la connaissance, la quête de la vérité et de la justice. Et cette quête se fait en fonction des sociétés. Dans votre société, comment s'effectue cette quête-là? C'est juste un exemple. J'aime bien ça parce que j'aime bien souvent taper sur les philosophes. Parce que mon approche philosophique, c'était plus du genre, je pense ce dont je suis, ok, de Descartes. Mais comme tu as mentionné, hein, il faut sûrement se rapprocher des parents, des dépositaires de la tradition. En effet, pour avoir une approche africaine de la connaissance. De la connaissance. Pas seulement de la philosophie, de la connaissance. Et je dois avouer que j'ai beaucoup aimé quand tu parlais de l'art de manier la langue française, par exemple, la langue du colon, et où la plupart du temps, nous, Africains, en tout cas, on a tendance à confondre les deux. Si quelqu'un manie très bien la langue, du coup, c'est on dit qu'il est, il est intellectuel. Il est intellectuel. Si quelqu'un dit il est là au lieu de lui ou ceci, on dit, bon, écoute, c'est un idiot, entre guillemets, quoi, alors que ça n'a rien à voir du tout. Super. Donc, toi, si je te demande personnellement, toi, quelle serait la démarche de tout Africain afin de sortir de cet état, ce n'est pas un état de torpeur, mais de ce complexe-là, parce que beaucoup de gens n'arrivent même pas à poser le diagnostic. Oui. Parce que si pour eux, ils regardent quelqu'un en face qui parle bien la langue française, pour eux, écoute, automatiquement, c'est quelqu'un de plus intelligent que celui qui parle moins. Donc, ce serait quoi le processus à suivre, justement? Avant d'arriver au processus, laissez-moi un peu vous reprendre, s'il vous plaît. Parce que quand quelqu'un parle bien la langue, on dit qu'il est intellectuel, n'est-ce pas? Et quand vous ne parlez pas la langue, on considère que vous êtes illettré. Prenons l'exemple des Chinois. Est-ce qu'ils parlent français? Même pas. Est-ce qu'ils sont illettrés? Ils envoient les fusées dans l'espace, ils fabriquent des missiles, ils fabriquent des armes, ils ont la première puissance économique du monde. Pourtant, ils ne parlent pas français. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, très bien. On peut prendre un autre exemple. Prenons l'exemple des Iraniens. Est-ce qu'ils parlent français? Ils ne parlent pas français. Ils fabriquent les missiles, ils fabriquent les armes,
ils construisent des hôpitaux, ils fabriquent des bateaux. Pourtant, ils ne parlent pas français. C'est la preuve que la langue n'a rien à voir avec les caractères de lettres et d'illettrés. N'est-ce pas? La langue est un instrument de domination, un instrument de colonisation. Et c'est pour ça que la France, vous allez voir, s'attache à la francophonie et la Grande-Bretagne s'attache au Commonwealth. Tout simplement parce que ce sont des structures qui leur permettent d'exercer de l'influence à travers la langue. Chez nous, on peut dire que, bon, ok, on ne va pas éradiquer le français, certes, mais il faut revaloriser nos propres langues. Parce que, je vous avais dit, le premier privilège de l'homme, c'est le privilège de nommer les choses. Et c'est à travers la langue qu'on les nomme. En français, nous ne pouvons pas nommer les choses parce que nous ne parlons pas bien français. Nous avons d'ailleurs l'illusion de parler bien français. Je reviens toujours à cet exemple d'aller au village avec ton grand-parent, ta grand-mère vous en cambrousse. Il va nommer les arbres. Un à un, il ne va même pas sauter. Il va nommer les plantes dans la langue. Mais toi, tu ne peux pas le faire en français. C'est la preuve que nous avons l'illusion de parler le français. Parlant du privilège du nomenclateur, on revient aussi au nom que nous donnons à nos enfants. Est-ce que vous avez déjà vu un français qui s'appelle Oyono? C'est-à-dire un français de souche blanc qui s'appelle Oyono. Est-ce que vous avez déjà vu un français qui s'appelle, par exemple, Moubeke? Un français qui s'appelle, comment dire, Nga? Pourquoi? Pourquoi il ne porte pas nos noms? Or, nous, on portait les Rodri, les Joël, et nous pensons que, et c'est ça le complexe d'infériorité, comme cela nous a été imposé, le fait de le porter participe de notre relèvement. Avez-vous déjà vu un Chinois qui s'appelle Henri? Un Chinois qui s'appelle Dieudonné? Vous pensez que les Chinois, eux, ils ne veulent... Si s'appeler Henri, Dieudonné et porter les noms des autres participaient de notre relèvement, pourquoi ils ne portent pas? Il n'y a que le négro africain. C'est-à-dire, lorsqu'il est en Amérique du Sud, il s'appelle... Mais ça vient aussi de la religion. Par exemple, chez les musulmans, avant qu'un enfant ne naisse, ils vont choisir dans le Coran un nom. Oui, mais la religion... C'est la même chose, parce que même... La religion, c'est le pendant spirituel de la colonisation. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ouais, c'est le pendant spirituel de la colonisation. Si on vous dit que, comment dire, il faut abandonner vos coutumes et traditions et adhérer à l'islam. Mais l'islam, c'est la tradition arabe. Pourquoi un Dieu qui est amour, qui est justice, vous ferez un truc pareil? Il vous demande d'abandonner votre tradition pour s'adresser à lui en langue arabe. Si Dieu avait voulu que vous vous adressiez à lui en langue arabe, il vous aurait créé arabe. Et s'il était incapable de vous créer arabe, comment il peut vous créer noir et vous vous adressez à lui en langue arabe? C'était la même chose avec la chrétienté. Avant, c'était en latin. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Quand tu ne disais pas ça, ça veut dire que tu ne connaissais pas Dieu. Même en français, on ne priait pas Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'est la preuve que c'est une affaire des hommes et que quand il y a évolution, ça peut évoluer. Mais sauf que le négro africain attend que l'évolution vienne d'ailleurs. Si le blanc, le Vatican dit que ok, ce qu'on vous a enseigné là, vraiment, c'était des conneries, vous pouvez faire autre chose, on va s'aligner. Mais si c'est le négro africain qui dit que non, ce qu'on vous a enseigné là, vraiment, ne croyez pas à ça, personne ne va suivre parce que c'est le noir qui dit. C'est pour ça que je me rappelle, je crois que c'était en 2019, lorsque le pape avait dit que l'enfer n'existe pas. Mais vous avez vu ce que ça fait comme grogne. Il avait dit ça? Bien sûr. Que l'enfer n'existe pas? Bien sûr, si je retrouve la vidéo, je vais vous l'envoyer. C'est vrai. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Tout simplement pourquoi. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi il a dit. Parce que l'existence de l'enfer est rédhibitoire à l'existence de Dieu. Si l'enfer existe, ça veut dire qu'il y a un être humain sur cette terre qui est le rival de Dieu. Et Dieu ne serait plus omniprésent. Et si Dieu cesse d'être omniprésent, il n'est plus Dieu. Ça veut dire qu'il y a un endroit où Dieu n'est pas présent. Est-ce que vous comprenez un peu? On dit qu'il est omniprésent, n'est-ce pas? Bon, s'il est absent de l'enfer, ça veut dire qu'il y a un Dieu pour l'enfer. Donc l'existence de Satan est rédhibitoire à l'existence de Dieu. C'est pour ça que même si vous faites la philologie des concepts, on va vous dire que ce nom s'origine quelque part. Il s'origine à partir de l'Égypte avec le nom du tentateur, Seth, qui donnera en araméen Satan et qui donnera Satan en français. Donc Satan même, c'est une création, mais si vous prenez même en Égypte, ce n'était pas le concret de Dieu. C'était une fonction jouée par un ange pour... C'est-à-dire, la vie est constituée du bien et du mal. Vous ne pouvez pas éliminer le mal. Si vous éliminez le mal, il n'y a plus de vie. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et la fonction jouée par l'ange qui sous-tend le côté mal. C'est cette fonction qu'on a attribuée à Satan. Et on a fait de lui un homme dans la religion chrétienne.
Mais cette dualité-là, justement, a été créée par les Africains de l'époque, les Noirs de l'Égypte. Oui. Bon, je parle là d'une fresque, je ne veux pas perdre les gens non plus, d'une fresque où on voit carrément qu'on est dans le monde, pas souterrain, mais le monde, comment on appelle? Oui. Tu vois, la fresque, ils sont sur l'eau, là, ils sont en train d'aller dans le monde... Le monde souterrain, c'est comme ça qu'ils appellent. Le monde... Bon, la mort, quoi, après la mort, oui. Et où... C'était un peu choquant la découverte, mais bon, je me suis dit, peut-être c'est un concept qui était repris par les autres et ils ont créé donc cette créature qu'on appelait Satan. Mais sinon, oui, on parle plus du bien et du mal. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes sous cette vidéo-ci qui vont également laisser des détails par rapport à ça. La question que j'avais, c'était de savoir, est-ce que ce n'est pas un concept... Bon, on peut conceptualiser, hein, mais est-ce que ce n'est pas un concept qui a justement été créé par les Africains, la notion de Satan, proprement dite? Oui, mais sauf que dans la conception africaine, Satan n'est pas l'égal de Dieu. C'est-à-dire il ne défie pas Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Si vous prenez même dans la doctrine chrétienne, Satan devient l'ennemi et l'égal de Dieu à partir de la déportation des Juifs à Babylone. C'est dans la conception babylonienne du dualisme entre un être suprême bon et un être suprême mauvais. C'est là-bas que les Juifs ramènent le concept de Satan, être mauvais par excellence, n'est-ce pas, qui s'oppose à l'être bon par excellence qui serait Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Avant la déportation à Babylone, même dans la tradition juive, vous n'avez pas cette focalisation. Mais je vous ai dit que ce n'est pas difficile à comprendre. Parce que pour savoir si c'est vrai ou faux, il faut prendre un peu toutes les autres religions. Comment ils voyaient le monde. Et vous prenez même dans la culture négro-africaine. Vous allez voir que le nom de Satan n'existe pas dans la culture négro-africaine. Chez nous, les Bafia, on dit foufou pour décrire l'esprit du mal. Hein? Et pour dire Satan, on dit Satan. Ça veut dire qu'on a repris le concept colonial. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et chez les Bafia, par exemple, Dieu ne peut pas avoir d'égal. Dieu, c'est la bonté. Dieu, c'est l'être suprême. Dieu, c'est l'idéal. Il n'a pas d'égal. Donc, il n'y a pas un être qui lui est, qui est son vis-à-vis et qui le challenge, qu'on appellerait Satan, dans cette conception. Et, ce concept a été fondamental pour les églises. Pourquoi? Parce que ça a permis à l'église de construire le système de récompense et de sanction avec l'enfer et le paradis. Et c'est ça qui fait l'église. Si vous enlevez l'enfer et le paradis, vous n'avez plus d'église. Donc ce n'est pas une histoire de croyance, c'est de la géopolitique, en quelque sorte.